Bonjour, mes chers amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons analyser les événements les plus marquants des dernières 12 heures. Nous avons beaucoup de sujets très intéressants à aborder, alors commençons. En résumant tout ce qui s'est déroulé depuis la fin de soirée du 18 mars 2025, on peut dire que cette phrase décrit parfaitement la situation: si vous n'êtes pas à la table des négociations, alors vous êtes probablement au menu. C'est ainsi que l'on peut résumer les conséquences des discussions entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président des États-Unis, Donald Trump. Quant à l'Ukraine et à Zelensky lui-même, il est clair qu'ils ne sont pas à la table, mais plutôt au menu. La plupart des médias ont décrit cette situation comme une tentative de Poutine et Trump de découper le gâteau en plusieurs parts et d'en tirer un maximum d'avantages. Un autre point essentiel est que la Russie, à la fin des négociations, a posé une condition clé pour tout règlement du conflit: l'arrêt total de l'aide militaire étrangère et du partage des renseignements à l'Ukraine. Évidemment, c'est une exigence que Kiev ne pourra jamais accepter. Mais pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas se plier à cette condition si elle souhaite réellement mettre fin au conflit? En théorie, un règlement pacifique ne nécessite ni armes ni mobilisation continue. Cependant, du point de vue ukrainien, abandonner ces éléments reviendrait à se rendre sans condition. De leur côté, les Russes déclarent que leurs exigences sont claires et non négociables: réduction des effectifs militaires ukrainiens, retrait des troupes de certaines zones et maintien d'un statut neutre. Moscou affirme ne rien exiger d'autre et que, si ces conditions ne sont pas remplies, l'opération militaire spéciale se poursuivra. Après l'appel entre Trump et Poutine, plusieurs déclarations ont été faites par la Maison-Blanche et le Kremlin. Bien que les deux pays n'aient pas trouvé de solution pour instaurer une trêve complète, ils ont convenu d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques. Cette décision soulève de nombreuses questions stratégiques. D'un côté, certaines sources indiquent que cela avantage la Russie, car ces derniers mois, l'Ukraine a réussi à endommager significativement plusieurs raffineries et infrastructures pétrolières russes. Si Kiev cesse ses attaques, cela offrirait un répit à Moscou. D'un autre côté, cela permettrait aussi à l'Ukraine de reconstruire ses propres infrastructures énergétiques sans craindre de nouvelles frappes russes. Il est donc difficile de dire quel camp en bénéficiera le plus. Toutefois, le point crucial dans cette trêve énergétique concerne la centrale nucléaire de Zaporijia. Cette centrale est hors service en raison des bombardements constants de la zone par l'Ukraine. Aujourd'hui, après les négociations entre Trump et Poutine, Zelensky a déclaré ne pas savoir exactement quelles discussions les États-Unis avaient eues avec Moscou à ce sujet, mais a insisté sur le fait que la centrale ne pourrait pas fonctionner sans l'Ukraine. Si les deux parties respectent réellement ce cessez-le-feu de 30 jours, la Russie pourrait restaurer totalement la centrale et l'utiliser pour alimenter les territoires sous son contrôle, notamment Zaporijia, Donetsk et Lugansk. Mais cette situation est délicate pour Zelensky, qui doit maintenant justifier un éventuel refus de cette proposition américaine, sans donner l'impression qu'il s'oppose directement aux efforts de paix de Trump. Si l'Ukraine refuse sous prétexte que la Russie pourrait remettre en service la centrale, Washington pourrait en réponse réduire son aide militaire et le partage de renseignements avec Kiev. La centrale nucléaire de Zaporijia reste un sujet très délicat et complexe. Il est évident que Zelensky souhaite, avant toute chose, que si un cessez-le-feu est instauré, l'Ukraine puisse également bénéficier de l'énergie produite par cette centrale. Aujourd'hui, certaines sources pro-russes, notamment des responsables proches des autorités russes, ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison de partager le contrôle de la centrale de Zaporijia avec l'Ukraine. Selon eux, cette centrale appartient désormais à la Russie, et il n'est pas question d'en céder la gestion à Kiev. Quoi qu'il en soit, attendons de voir comment la situation évoluera. Mais Zelensky a également affirmé: nous ne sommes ni une salade ni un compost à mettre au menu de Poutine, peu importe son appétit. Malgré cette déclaration, il semblait clairement inquiet, non pas en colère, mais conscient que ces négociations pourraient entraîner des conséquences négatives pour l'Ukraine. Depuis le début du processus de négociation, l'Ukraine a tenté au moins 6 percées à la frontière entre la Russie et la région de Soumy, dans le but d'attaquer la localité de Diova. Toutes ces offensives ont été repoussées par les forces russes, infligeant de lourdes pertes aux Ukrainiens. D'après les rapports russes, environ 200 soldats ukrainiens et 29 unités de matériel militaire ont été impliqués dans ces attaques, incluant 5 chars, 16 véhicules blindés de combat, 3 engins d'ingénierie et une unité de déminage. Une grande partie de ces équipements a été détruite, et jusqu'à 60 soldats ukrainiens auraient perdu la vie. Cependant, malgré ces pertes, la carte des affrontements a été ajustée en faveur de l'Ukraine. Par exemple, voici la situation au soir du 18 mars 2025, comparée à celle du matin du 19 mars. Grâce à cette offensive, les forces ukrainiennes ont réussi à s'emparer d'une ou deux lignes d'arbres et de plusieurs anciennes positions russes. Une vidéo publiée aujourd'hui par des sources pro-russes montre précisément le moment où les Ukrainiens ont tenté de percer les défenses russes. Ils ont réussi à s'emparer de certaines lignes boisées,
mais les forces russes ont ensuite lancé des frappes d'artillerie massive, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. De plus, les Russes ont ciblé et détruit plusieurs chars ukrainiens en mouvement en plein jour à l'aide de drones FPV. Une vidéo montre l'un de ces chars progressant vers les positions russes avant d'être anéanti par une attaque de drone. Ainsi, une fois de plus, l'Ukraine a subi de lourdes pertes. Tout ce que nous voyons actuellement à l'écran s'est déroulé hier, le 18 mars. Aujourd'hui, nous recevons de nouveaux détails. Par exemple, la première vidéo analysée ce matin montre une attaque qui s'est déroulée à l'aube du 19 mars. Il est donc évident que l'Ukraine poursuit son offensive pour le deuxième jour consécutif, mais sans succès notable jusqu'à présent. Un autre élément important est que la Russie a réussi à localiser les regroupements et les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Soumy. Durant la nuit précédente, Moscou a mené plusieurs frappes de missiles Iskander, causant des pertes importantes. Pour l'instant, il n'y a pas de données géolocalisées, mais il est probable que le ministère russe de la Défense ou certaines sources pro-russes publient bientôt des vidéos des frappes. Concernant la situation à Souja, nous n'avons reçu aucune confirmation de nouvelles avancées sur le terrain depuis 2 ou 3 jours, ce qui suggère que les Russes ont été ralentis ou arrêtés. Chaque kilomètre carré devient un champ de bataille complexe et disputé. Enfin, Donald Trump continue d'affirmer qu'environ 2500 soldats ukrainiens sont toujours encerclés par les forces russes dans une poche de résistance. Il insiste pour que Poutine les relâche ou, à défaut, leur épargne la vie. De son côté, Poutine affirme que les soldats ukrainiens encerclés n'ont qu'une seule option, se rendre, et ainsi leur vie sera épargnée. Il n'y a aucune possibilité pour eux de traverser la frontière et de retourner en Ukraine. Il est donc clair que les combats dans cette zone ne vont pas s'arrêter de sitôt. L'un des principaux problèmes pour les Ukrainiens est que, pendant l'offensive de Souja, les Russes ont réussi à préserver un grand nombre de leurs soldats, qui, progressivement, retrouvent maintenant leurs positions initiales. Par exemple, au cours des 2 dernières heures et de la nuit précédente, plusieurs vidéos ont montré que les forces russes ont renforcé leurs positions aux abords des villages de Novaluova, au sud, en direction de Kupiansk, ainsi que près de la ville de Liman. Regardons cette carte, comme on peut le voir, la dernière offensive a commencé le 17 mars 2025. Voici la situation à la fin de cette journée, et voici la situation au soir du 18 mars. On constate que la poche entre le village de Makivka et Kremeneia a été consolidée en faveur des Russes. Au matin du 19 mars, plusieurs sources neutres et pro-russes ont ajusté la carte pour refléter de nouveaux gains russes, notamment avec la capture de certaines lignes boisées à l'ouest de Novaluova. Selon les cartographes neutres, ces avancées sont confirmées, tandis que les sources pro-russes rapportent des progrès encore plus significatifs des forces armées russes. L'offensive russe dans cette région semble donc gagner en intensité. Chaque jour, Moscou s'empare de nouveaux territoires. L'objectif principal de cette offensive est de prendre le contrôle total du réseau dense de fortifications entre les localités de Novoselivsk, Novovodyan et Makivka. Si les Russes parviennent à sécuriser cette zone, ils disposeront d'une tête de pont idéale pour poursuivre leur avancée vers la ville d'Izium et même Sloviansk. Passons maintenant à un autre secteur où les Russes ont lancé une nouvelle offensive. Après 2 jours de combat, ils ont amélioré leur position. Voici la carte à la fin du 17 mars, au moment où ils ont lancé leur assaut sur la poche située entre Dibrova et Yampolivka. À la suite de ces affrontements, les Russes ont progressé de manière notable. Ces avancées ont été confirmées par des vidéos publiées par les sources ukrainiennes elles-mêmes. Une séquence montre par exemple des soldats russes atteignant une ligne boisée, puis abandonnant leur char jugé trop vulnérable, car sous le feu ukrainien. Ce char a finalement été détruit par des frappes de drones FPV. Un autre ajustement important de la carte concerne le sud-ouest du district de Zaporijia. Les Russes continuent de regagner des positions perdues, reprenant ainsi plusieurs rues et dizaines de bâtiments. Dans le sud du Donbass, après une longue pause opérationnelle, l'armée russe a repris ses attaques en direction des localités de Bodanivka et Oleksandro-Kalinov. Examinons la carte, voici la situation à la fin du 18 mars, et voici l'évolution au matin du 19 mars. D'après différentes sources, les Russes ont progressé vers Bodanivka en partant du village de Krasnopolivka le long de la route T-0518. Ils ont également réduit la distance vers la localité de Rozdolivka. En parallèle, les Ukrainiens ont mené une contre-attaque au sud-ouest de Kostiantinivka, reprenant le centre et une partie méridionale de la localité. Cette information a été confirmée par des sources neutres et des vidéos montrant la présence de soldats ukrainiens dans le village. En conséquence, la carte a été ajustée en conséquence. Les Russes ont également lancé une offensive pour consolider leur position entre Andrivka et Sinkivka. Ils ont commencé à sécuriser la bande de terrain entre ces villages et, au bout d'une journée de combat, ils ont réduit la poche ukrainienne d'environ 10%. Enfin, il est important de noter qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis un certain temps, nous n'avons reçu aucun rapport sur la situation dans la région de Zaporijia.
Cela indique probablement que l'armée russe y a suspendu ses opérations et ne prévoit pas d'avancer davantage pour le moment. C'est tout pour cette analyse. Le monde est témoin d'une escalade de violence sans fin. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, rejoignez mon Patreon, et passez une bonne journée.